Manon, bonjour et bienvenue. Bonjour. Les événements vont très vite. Bonjour à tous les auditeurs, pardon. Merci à oui, vous. les événements vont vite en ce Les moment. événements vont vite. Alors les derniers en date, c'est Donald Trump qui quitte un peu plus tôt que prévu le G7. C'est pour négocier un cessez-le-feu, dit Emmanuel Macron. Et Donald Trump lui répond sur son réseau social il y a quelques minutes. Emmanuel Macron se trompe toujours. Ce n'est pas pour négocier un cessez-le-feu, c'est pour quelque chose de bien plus grand. Comment juger cette attitude de Trump et des États-Unis depuis le début du conflit? On a l'impression d'un zigzag dans les propos. Ah, je serai moins zigzag que vous, si vous voulez, dans mon appréciation. Je trouve que la cohérence de Trump, c'est que Trump ne veut pas la guerre. Et il a demandé à Netanyahou à plusieurs reprises de ne pas attaquer l'Iran. Mais Netanyahou ne l'a pas écouté, donc la guerre a commencé. Et maintenant, Trump essaye de rattraper quelque chose en disant je veux quand même essayer de négocier. Mais apparemment, ça ne va pas fonctionner. En fait, il a un peu perdu la main dans cette affaire, c'est-à-dire que Israël ne l'a pas suivi. On va voir les conséquences de cela. Est-ce que ça veut dire qu'il pourrait changer de pied, se dire que bon, puisque l'Israël a commencé le travail, les États-Unis pourraient le finir? On pense notamment à ces bombes pénétrantes qui iraient très profondément détruire les installations nucléaires. C'est tout à fait possible, suivant la vieille logique militaire. À défaut de pouvoir empêcher un événement, faisons semblant de l'accompagner. Et on va bien voir. Nul ne le sait parce que Trump n'a pas fait la moindre annonce en ce sens. Trump veut, au bout du compte, une issue satisfaisante et dire que cette issue satisfaisante est arrivée grâce à lui. Il faut donc qu'il trouve un moyen, d'une façon ou d'une autre, soit que la guerre s'arrête, soit que il accepte qu'il y ait une participation américaine qui permette d'en accélérer la fin. À l'inverse, l'idée d'un Iran qui jetterait l'éponge sur le nucléaire en disant bon d'accord, stop, on négocie tout, on met tout à plat, mais arrêtez les bombes, c'est quelque chose d'envisageable? Alors, c'est quelque chose d'envisageable, je dirais. Oui, toujours. Il y a toujours un moment où un pays peut reconnaître qu'il jette l'éponge. Ça n'est pas le genre de l'Iran, mais il peut le faire pour un cessez-le-feu temporaire. Là, on est en train d'aller vers quelque chose d'assez irréversible, c'est-à-dire une forme d'humiliation de l'Iran. Et l'humiliation en géopolitique, ça se paye cash au bout du compte. En revanche, on peut imaginer que le plan de frappe israélien se poursuit. Il y en a encore pour 4 à 5 jours de guerre intensive, et que après cela, il y ait une pause qui corresponde à la négociation d'un cessez-le-feu. Mais vous pouvez aussi avoir une autre hypothèse, c'est celle de l'élimination du guide suprême. Ça n'était pas dans les plans originaux d'Israël. Ça pourrait le devenir si, du côté américain et israélien, on a l'impression que grâce à cela, le pays pourrait basculer dans autre chose. Et est-ce que c'est crédible? Les exemples récents que nous avons, que ce soit en Irak ou en Libye, montrent que éliminer un leader, un chef d'État, ça ne met pas fin au conflit. Parfois, ça fait débuter un nouveau chaos. Vous avez tout à fait raison, c'est extrêmement dangereux, mais là, il y a quelque chose d'un peu différent. C'est l'usure du pouvoir en Iran, et surtout le fait que vous avez une jeunesse qui s'est à plusieurs reprises révoltée contre le régime des mollahs. Ce que vous n'aviez pas eu en Irak ni en Libye. Donc l'Iran, c'est un vrai pays avec une histoire longue et des traditions, une culture qui est soumise depuis 79 à une dictature islamiste. Donc, c'est pas tout à fait le même cas de figure, et on voit bien que le régime a failli tomber à plusieurs reprises lors de manifestations dans les années précédentes. Là,
l'espoir de beaucoup, c'est que ce soit la bonne, pourrait-on dire. Hein. C'est que, Oui, enfin, le régime puisse tomber. Mais rien on n'est a vu évident aussi. dans ces choses-là. Rien n'est évident. On a vu aussi lors de ces printemps successifs de la jeunesse tout un réseau d'infiltration de la société avec des sbires du régime qui surgissaient un peu de partout. Vous pensez que ce régime est fragilisé jusque dans ces radicules-là? Alors, je ne sais pas trop par rapport à la société civile. La police iranienne a une longue tradition d'infiltration dans la société. Ça n'avait pas empêché le régime du Shah de tomber. Là, c'est une population qui souffre considérablement. Donc, bon, les pays arrivent souvent à un point de bascule possible. Je pense que l'Iran, pour peu qu'il y ait encore des frappes pendant quelques jours, comme c'est prévu, va se trouver, au niveau du régime, fragilisé. Encore faut-il que les frappes à venir ne heurtent pas directement la société civile, parce que à ce moment-là, le mécontentement contre Israël va monter encore plus. Et donc, il faut faire attention à ça. Pour le moment, les frappes israéliennes ont grosso modo euh, attaqué les éléments du système nucléaire et des éléments militaires, les missiles, etc. À partir du moment où il attaquerait la société civile, notamment avec le bombardement de Téhéran, vous pouvez avoir un réflexe nationaliste ou national qui fait que, à ce moment-là, la jeunesse iranienne se retournerait plutôt contre Israël. Or, la chute du régime des Mollahs ne peut se faire que par et grâce à un mouvement populaire. Donc, il ne faut pas bloquer ce mouvement populaire, si l'on peut dire. L'isolement international de l'Iran est spectaculaire. La Russie n'a à peine bougé. L'Arabie Saoudite, qui avait rétabli des relations diplomatiques, n'a pas bronché non plus. C'est un isolement total. Ben, oui, parce que les pays arabes sunnites ne le disent pas, mais se réjouissent profondément de ce qui arrive à l'Iran. Alors ils font semblant de dire non, c'est pas bien, ce sont nos frères, etc. Mais c'est pas vrai. L'Arabie saoudite a tout intérêt à ce que l'influence chiite recule le plus possible au profit de l'influence sunnite. C'est la même chose avec la Turquie, qui a dit c'est horrible et tout, parce que la Turquie déteste Israël. Mais évidemment, ils se réjouissent par derrière parce que le système chiite recule là encore et que ça arrange la Turquie. Vous savez, la Turquie et l'Iran, ce sont les deux puissances de la région qui ne sont pas arabes, mais qui souhaitent avoir une influence déterminante sur le monde arabe. Ils sont en concurrence en cela, et tout ce qui fait reculer l'Iran, en réalité, arrange la Turquie. À propos de reculer, on peut penser quand même, on s'interrogeait il y a quelques semaines avec vous sur l'état de la menace nucléaire iranienne, on peut penser qu'elle est au moins repoussée de plusieurs années, même si le régime ne tombait pas. Ah oui, oui, absolument. Pour ce qui est de, enfin, les installations, même si elles ont été neutralisées et pas détruites complètement, cette neutralisation, elle sera très longue à réparer. Remettre sur pied un système nucléaire aujourd'hui, c'est long et très coûteux à nouveau. Euh, En plus, il va encore y avoir des frappes pendant 3-4 jours sur tout un ensemble de laboratoires et d'éléments qui concouraient à la progression de l'Iran vers la bombe atomique possible. Donc, oui, là, il y a plusieurs années au moins. La seule chose que vous ne pouvez pas détruire, c'est la connaissance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'Iran est arrivé par son effort scientifique à l'état où il est arrivé en matière nucléaire, vous pouvez détruire les installations, même tuer pas mal de monde dans le monde scientifique, vous ne pouvez pas éliminer la connaissance que l'Iran a désormais de ce qu'il faut faire pour aller vers la bombe. Gagner du temps, c'est aussi ce qu'a réalisé Benjamin Netanyahou sur le plan intérieur. On ne parle plus de sa crise gouvernementale, on parle moins de Gaza. Ça a motivé aussi peut-être son passage à l'acte en Iran. Ah bien sûr, lui de toute façon, frapper l'Iran c'était son obsession, mais le timing est bon pour lui
on parle moins de Gaza. Il a attendu pour frapper que le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne dise que l'Iran avait dépassé tous les seuils d'enrichissement prévus, qu'il y ait à Vienne une résolution votée contre l'Iran qui a été la plus sévère résolution depuis 20 ans. C'était presque un signal. Et ça, plus le nihil obstat de Trump, quitte à attaquer, ce qui peut se discuter, quitte à attaquer, c'était maintenant qu'il fallait le faire. La position de la France est à examiner également, l'obligation de fermer des stands israéliens au Bourget parce que des armes offensives étaient exposées. Vous semble-t-elle une attitude raisonnable ou au contraire une manière d'humilier Israël? Alors, je réponds à cette question, mais juste pour dire avant que la position de la France vis-à-vis de l'attaque iranienne est très intéressante parce qu'elle a permis, pourrait-on dire, au président de la République de changer de doctrine. Depuis De Gaulle en 67, il n'y a pas de frappe préemptive dans le système, dans la doctrine française. Et là, en disant Israël a le droit de se défendre, alors que c'est Israël qui attaque, on met l'attaque préemptive d'Israël au rang de la défense d'Israël. Et ça, c'est tout à fait nouveau dans la doctrine, et ça aura des conséquences, y compris pour, j'allais dire, la doctrine française. Ça, c'est une chose. Après, revenons au Salon du Bourget. Contrairement à ce que j'ai entendu de la part des partisans d'Israël, j'ai trouvé cette mesure assez raisonnable. D'abord, ce n'est pas une mesure qui gêne Israël, parce que, en gros, ça a fait le buzz, parce que les clients peuvent aller voir les responsables des sociétés israéliennes dans d'autres endroits du salon, voire même passer derrière le rideau noir sur les stands. Et ce qui gêne beaucoup les Israéliens, c'est que les responsables israéliens n'ont pas pu venir au salon pour des raisons logistiques, d'avion, etc. Après, est-ce que ça gêne Israël? Cette affaire fait le buzz, et au fond, ce buzz n'est pas mauvais pour les industries israéliennes. Ensuite, les responsables israéliens qui sont là, auxquels j'ai parlé hier au Salon du Bourget, m'ont tous dit « c'est pas ici que ça se passe. Notre showroom à nous, c'est le ciel de Téhéran. Ouais. » Et donc, on puisse voir ou pas les choses au sol, c'est pas important. Si important que ça. Eh bien, Éric Danon, merci, nous sommes arrivés au bout. Merci beaucoup à vous et bonne journée. Vous reviendrez nous parler de la Ben Gurion University parce que vous êtes très engagé auprès de ces étudiants. Bonne journée. Radio J. Retrouvez le Barbier du matin sur le site